Corina Kalogárou, bonjour. Bonjour. Vous représentez la Moldavie en France. Merci d'être là ce matin. La Moldavie où il y a eu une élection très importante il y a quelques jours. L'élection présidentielle. Et Maia Sandu a été réélue largement. Quel sens donnez-vous à cette victoire par près de 10 points d'écart ? Bon, tout d'abord, pour nous, les élections présidentielles ont été très importantes car pendant le temps du Madame Sandu, la Moldavie s'était rapprochée énormément de l'Union européenne et comme vous le savez, au mois de juin 2022, on a reçu le statut de candidature à l'Union européenne après la feuille verte pour l'adhésion. Aussi, pendant ce temps-là, on a reçu toutes les démarches pour commencer les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Et pour nous, ça c'est une priorité pour le pays et pour la population, car comme on est un petit pays, entre la Roumanie et l'Ukraine, sans trop de ressources naturelles, le développement du pays, le modèle du développement du pays, c'est vraiment l'intégration européenne et la transformation du pays d'après tous les standards et les critères de la démocratie et des valeurs. Alors c'est cette politique qui a été validée par la victoire de la présidente sortante, mais en même temps, lors du premier tour de la présidentielle, il y avait ce référendum pour valider l'adhésion populaire à l'adhésion à l'Union européenne. La victoire a été très courte sur ce deuxième scrutin. Est-ce à dire que les Moldaves n'ont pas complètement confiance dans l'Union européenne ? Bon, tout d'abord, le référendum constitutionnel a été initié vraiment pour stabiliser tous les débats qu'on a eus au niveau du pays, qui sont pour ou contre. Mais quand même, pour toute cette campagne, on a aussi constaté la désinformation et aussi l'influence ou l'achat ou l'influence des participants au référendum, soit au vote, par des différents réseaux qui ont été identifiés par les structures de force. Et derrière ces réseaux, il y a la Russie. D'après toutes les indications, oui. Quelle forme cela a pris ? Des fake news, comme on dit, sur les réseaux sociaux, de l'achat de vote avec de l'argent ? Tous les deux que vous l'avez mentionné, oui. La désinformation dans le cas de la Moldavie, c'est un phénomène depuis longtemps, mais dans les derniers mois, ça a été à une autre constat et à un autre niveau plus intense. Et pour un citoyen simple, c'est vraiment très compliqué de faire la distinction entre qu'est-ce que c'est la vérité et où est la désinformation. De l'autre côté, l'intégration européenne pour la Moldavie, c'est un long parcours. Par exemple, depuis 2014, on a eu le régime libéralisé de visa avec l'Union européenne. 2,5 millions de Moldaves, ils ont voyagé dans l'espace de l'Union européenne plus de 15 millions de fois. Ça veut dire que pour les Moldaves, le modèle de l'intégration européenne, c'est très clair, mais d'un fois, comme j'ai mentionné déjà, la désinformation et l'achat de vote a fait cette distinction et la limite de ce question. Finalement, le référendum a passé et maintenant, la Constitution serait modifiée et elle va avoir le principe et la priorité stratégique du pays, l'intégration européenne. Est-ce que cette double victoire, le référendum et la présidentielle, n'est pas due surtout au vote des Moldaves qui sont installés à l'étranger ? Plus de 300 000, je crois. Ce sont eux qui ont fait basculer le résultat. Au niveau du pays, on a à peu près 1 million de Moldaves qui se trouvent à l'étranger et au vote, ils ont participé pour la première fois plus de 300 000 Moldaves. On a connu vraiment une grande mobilisation. Finalement, c'est des citoyens qui se trouvent à l'étranger. Une partie, c'est très clair, ils vont revenir au pays. Ils contribuent au PIB national, ils ont leur logement au pays. Finalement, leur mobilisation, c'est aussi un signe. On est dans l'espace de l'Union européenne et on veut transformer le pays d'après tous les standards où on habite actuellement. C'est vrai qu'on a eu cette mobilisation pour toutes les votes, mais c'est un phénomène et aussi une appartenance, une reconfirmation
que les Moldaves, où ils se trouvent, ils tiennent beaucoup au pays et que le pays soit bien. L'avenir, c'est l'Union européenne, mais cela suscite une crainte. L'Union européenne pourrait digérer la petite Moldavie. Et notamment, il y a cette présence de votre grand voisin, la Roumanie. Où en est la relation avec la Roumanie et où en est cette crainte de certains Moldaves de voir la Moldavie devenir trop roumaine? Bon, c'est une histoire et il ne faut pas oublier l'histoire parce que la Roumanie, la Grande Roumanie et la Grande Bessarabie où on était ensemble, on partage la même langue, les mêmes valeurs, la même culture, la même nation. Et aujourd'hui, on est deux États indépendants, mais on est très liés, on a une coopération très étroite sur tous les niveaux. Et c'est naturel quand on partage la même langue d'être très proche. Une des régions qui a attiré l'attention pendant cette campagne, c'est la Gagaouzie. On a vu l'action russe sur cette région. Pourquoi est-elle importante? Bon, l'unité territoriale administrative de Gagaouzie, aujourd'hui, c'est un facteur de déstabilisation et c'est très clair que par cette région, la Russie tente de déstabiliser la situation au niveau du pays. Finalement, la Gagaouzie est au pays où on a plusieurs minorités nationales, mais qui partagent les mêmes valeurs. Mais parfois, il y a des différentes méthodes de déstabilisation d'un pays. Jusqu'à maintenant, tout le monde a attiré l'attention seulement sur la région transnistrienne, tandis que, oui, on a encore une région où l'influence a été complètement d'une autre manière, et ça a été un grand défi pour le pays. Une région qui se sent abandonnée par la capitale, c'est là-dessus aussi que jouent les Russes. Bon, tous les projets, par exemple, si on parle des projets de développement ou les projets de l'Union européenne sont partagés au même principe pour toutes les régions et pour toutes les villes et les villages du pays. Et cette région, il a reçu aussi plusieurs projets de soutien, mais aujourd'hui, il préfère de se maintenir dans une autre barricade de coopération. Vous évoquiez la Transnistrie. Que va-t-il advenir de la Transnistrie si la guerre en Ukraine tourne en faveur des Russes? Bon, on reste pragmatique et optimiste. Pour nous, toujours, c'était très important de réglementer et de trouver une solution pour ce conflit par les négociations et en respectant tous les principes de la paix. Et aujourd'hui, dommagement, les négociations dans le format 5+2, c'est impossible, tenant compte que deux parties sont belligérants, Russie et l'Ukraine. +2, c'est Ukraine et Russie. Donc en effet, oui. Ils ne peuvent pas négocier alors qu'ils se font la guerre. Et on espère de trouver une solution diplomatique acceptable pour tous, mais que ça soit dans les principes et en maintenant l'intégrité territoriale de la République de Moldavie. Ils ont pu voter, les Moldaves de Transnistrie? Oui. Dans la région de sécurité qui se trouve à côté de la ligne administrative avec la Moldavie. Donald Trump a été élu. Il avait promis de stopper la guerre en Ukraine en 24 heures. On va voir ce qu'il en advient. Est-ce qu'il y a une inquiétude de la Moldavie par rapport à cette élection de Donald Trump? Bon, je crois qu'on reste toujours très pragmatique et très optimiste, car les élections aujourd'hui partout dans le monde, cette année, je crois qu'on a eu le plus grand numéro des élections partout dans le monde. C'est un exercice démocratique et les citoyens de ce pays font leur choix. Très forte participation. Oui. Exactement. Mais de l'autre côté, c'est la responsabilité des citoyens, mais c'est la responsabilité aussi de la classe politique de maintenir le multilatéralisme et de négocier et de revenir sur les principes et la paix en réalité. Car aujourd'hui, on a partout dans le monde des guerres et des situations de conflit. Et je crois que les États-Unis comprennent très bien leur influence et leur rôle dans ce sens-là. Si la guerre s'arrêtait, si l'Ukraine restait coupée en deux, comme on a connu une Allemagne coupée en deux, est-ce que ça ne serait pas un facteur d'apaisement pour la Moldavie? Je crois qu'aujourd'hui, toutes les forces et tous les efforts sont concentrés pour que cette guerre trouve des solutions
mais de même façon que l'Ukraine se maintient très fort, car aujourd'hui, l'Ukraine, quand elle est forte, c'est aussi, il maintient la sécurité de la Moldavie, et on reste vraiment très concentré que ce guerre trouve des finalités acceptables pour toutes les parties. Est-ce que la Moldavie est candidate à l'entrée dans l'OTAN? Pas encore. La Moldavie, d'après la Constitution, c'est un pays neutre. Et toute la philosophie du pays, ça a resté dans ce pragmatisme de neutralité. Mais c'est une question qui est toujours très discutable et à peu près le début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y aura un jour un référendum en Moldavie pour savoir si la Moldavie doit adhérer ou non à l'OTAN? Pour l'instant, c'est prématuré à discuter ce sujet, mais il y a beaucoup de débats dans les classes politiques, soit au niveau de la population, comment renforcer la coopération avec l'OTAN plus tôt, mais l'adhésion à l'OTAN, pas encore. Est-ce que vous avez une idée du calendrier pour l'entrée dans l'Union européenne? Est-ce que Bruxelles vous dit 2026, 2030, 2040? Comme au mois de juin, on a commencé les négociations d'adhésion à l'Union européenne, aujourd'hui, on est dans le processus qui s'appelle le screening et on espère qu'au début de l'année prochaine, on va commencer les négociations d'après tous les chapitres d'adhésion. Et le calendrier qui est donné aujourd'hui, c'est jusqu'à 2030 d'assurer l'intégration européenne. Est-ce que ces chapitres, il y en a qui vous inquiètent? Est-ce qu'il y a des domaines où la Moldavie a d'énormes progrès à faire pour pouvoir entrer dans l'Union européenne? Tous les chapitres sont importants, mais la sensibilité pour la Moldavie, c'est la lutte contre la corruption, le blanchiment de l'argent et l'indépendance de justice. C'est vraiment des priorités pour la présidente dans le premier mandat. C'était aussi des priorités zéro qui prend beaucoup de défis de changer les principes, les modalités d'activité, tenant compte qu'avant on a eu plusieurs ingérences ou des dossiers avec les personnes impliquées dans les schémas de corruption. Et bien sûr que ça reste vraiment des éléments très sensibles, mais aussi très importants. Mais aussi quand même la réforme administrative, la réforme dans le domaine de l'agriculture, ça reste vraiment des principes et des chapitres très importants pour un pays, pour se transformer, pour être vraiment contribuable à tout ce que ça signifie l'Union européenne. Corina Kalougarou, ambassadrice de Moldavie en France, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain matin à 7h45. Votre invité sera Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID à l'occasion de l'anniversaire des attentats du 13 novembre. Radio J.